De nos jours, les séries télé sont partout. Elles mobilisent des budgets énormes, créent des fandoms et marquent des générations entières. Pourtant, pendant longtemps, la série télé a été vue comme un format secondaire. Un divertiment certes régulier, pratique, mais rarement considéré comme une œuvre à part entière. Du coup, dans cette vidéo, j'avais envie qu'on se plonge ensemble dans l'histoire des séries afin de répondre à cette question. Comment les séries télé sont-elles devenues une industrie aussi importante et aussi influente que celle du cinéma? Fondamentalement, une série, ce n'est pas un écran. C'est une façon de narrer un récit à travers le temps. À partir du milieu du 19e siècle, particulièrement entre les années 1830 et 1840, on a un essor de la presse. On va avoir une multitude de romans qui vont voir le jour sous forme de format feuilletonnant. Les récits vont être publiés par petites parties et cette nouvelle manière de publication va totalement modifier la façon que les auteurs ont d'écrire. Des écrivains tels que Alexandre Dumas, Eugène Sue ou encore Charles Dickens ne présentent pas leur histoire en une seule fois. Ils les envisagent dès le début comme des récits fragmentés. Chaque épisode doit faire progresser l'histoire tout en suscitant l'envie de découvrir le prochain. Lorsque Dumas fait paraître Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte-Cristo en 1844, l'histoire est conçue pour perdurer. Les personnages font constamment leur retour, les scénarios se diversifient et les conclusions d'épisodes laissent quasiment systématiquement un élément en attente. Le feuilleton se transforme en véritable succès populaire, notamment grâce au Mystère de Paris d'Eugène Sue, publié entre 1842 et 1843. Les spectateurs attendent avec impatience chaque nouvel épisode. En réalité, tout est déjà présent. Des personnages qui reviennent régulièrement, une histoire qui se développe progressivement et un lien de loyauté entre l'œuvre et son auditoire. Cette logique de récit découpé et qui mise sur le suspense, elle ne va pas disparaître avec l'arrivée de l'image, mais elle va plutôt changer de support. En effet, dès l'arrivée du cinéma et dans l'âge d'or du cinéma muet, dans les années 1910, des œuvres telles que Fantomas ou encore Les Vampires vont être présentées en plusieurs parties. Les spectateurs vont à chaque fois retourner au cinéma pour découvrir la suite. Les personnages refont surface, les intrigues se poursuivent et les dénouements restent en général non résolus. Cependant, le cinéma va vite réorienter son attention vers le long métrage, même si le concept de suite et de saga vont se développer par la suite. Toutefois, c'est plutôt la télé qui va adopter cette approche narrative sur le long terme. La télévision commence à arriver dans les foyers américains en grande quantité dans les années 50, tandis qu'en France, c'est plutôt dans les années 1960 qu'elle commence à émerger réellement. La télévision, contrairement au cinéma, doit se conformer à une exigence élémentaire. Le public n'est pas toujours loyal. Il est possible qu'il manque un épisode, qu'il arrive en milieu de saison ou qu'il zappe. Il est donc essentiel que la série soit toujours facile à comprendre. C'est dans ce cadre-là que le format en épisode s'avère nécessaire. À la fin des années 60, on a par exemple la série Columbo qui débute en tant que téléfilm, puis après en série régulière à partir de 71, qui adopte cette logique épisodique complètement. Columbo présente toujours un mécanisme identique. L'épisode débute avec l'établissement d'un motif, on explore un personnage, un quotidien, ses désagréments, on va du coup comprendre qu'est-ce qui va pousser le criminel à exécuter sa victime, et puis, une fois que le meurtre a été perpétré, on va voir comment le personnage va dissimuler son meurtre, et au bout de 30 minutes, on va enfin avoir l'introduction de Columbo qui va enquêter pendant plus d'une heure à essayer d'examiner quels sont les éléments qui ne collent pas. Et à la fin de l'épisode, comme dans Tout bon whodunit, Columbo déroule l'affaire sous les yeux du coupable. Chaque épisode fonctionne seul, c'est ça le format épisodique. Cette logique de format épisodique va être omniprésente à la télévision jusqu'aux années 80 où là on va commencer à avoir un nouveau type de feuilleton, à savoir le semi-feuilletonnant. On va notamment avoir des séries comme Hill Street Blue, qui est diffusé entre 1981 et 1987, qui va maintenir des intrigues accessibles chaque épisode tout en établissant une véritable continuité. Les personnages ne retournent plus au point de départ. Ce qu'ils traversent laisse des marques. Un événement peut continuer à avoir des répercussions tout au long d'une saison. L'histoire demeure donc disponible, cependant la continuité devient quasiment essentielle. C'est ce qu'on appelle le format semi-feuilletonnant, qui à coup sûr va influencer les séries futures de manière significative. Là, on va un peu avancer dans le temps et je vais prendre un exemple que tout le monde connaît. Friends, qui a été diffusé entre 1984 et 2004, se veut comme une série accessible.
Chaque épisode débute avec une situation basique, généralement associée aux rapports amoureux ou amicaux des personnages, et s'achève à la fin de l'épisode. Cependant, la série établit également une continuité émotionnelle puissante. Les relations se développent, les personnages modifient leur emploi, déménagent ou changent de situation amoureuse. On peut visionner un épisode à part entière et rire tout de suite quand on regarde Friends. Cependant, si l'on suit la série sur le long terme, on développe un vrai attachement au personnage. La sérialité est donc ici utilisée pour établir une relation d'affection entre les spectateurs et les personnages. Avec une série comme Friends, on est sur une continuité du format semi-feuilletonnant. Toutefois, c'est qu'à la fin des années 90 qu'on va voir un nouveau style qui va quasiment dominer jusqu'à maintenant, avec notamment l'arrivée d'une chaîne payante qui va révolutionner le genre, HBO. HBO, un peu comme Canal+ en France, c'est une chaîne de télévision qui est payante. Du coup, elle ne dépend pas forcément de la publicité et n'a pas besoin de séduire le public le plus large possible. Cette position lui permet donc de prendre des risques, de ralentir le rythme et de proposer des séries plus sombres, plus complexes et même plus inconfortables à regarder. Dès leur début, ils vont lancer des séries comme Oz ou encore Les Sopranos, et HBO va affirmer une idée très claire. Les séries peuvent devenir un espace de création aussi ambitieux que le cinéma, mais avec une liberté différente. Les épisodes ne sont plus pensés pour être regardés isolés, mais ils fonctionnent comme des chapitres d'un même récit. Ce qui compte, ce n'est pas la résolution immédiate, mais l'évolution du personnage dans le temps. Un personnage comme Tony Soprano ne progresse pas de manière linéaire. Il avance, recule, se contredit, et c'est justement cette durée qui donne toute sa profondeur au personnage. Cette manière d'écrire va influencer profondément les séries des années 2000, y compris en dehors de HBO. Peu à peu, la télévision va adopter une logique plus feuilletonnante. On a par exemple Breaking Bad, qui est diffusée à partir de 2008, qui est à l'origine une série télé au sens classique. Elle est diffusée semaine après semaine sur une chaîne câblée. Mais son écriture repose entièrement sur une logique de continuité. Chaque épisode s'inscrit dans un mouvement global. Walter White ne devient pas Heisenberg d'un seul coup. Sa transformation se fait petit à petit au fil des saisons. Chaque épisode pousse légèrement le personnage plus loin jusqu'à rendre son basculement presque inévitable en fin de série. Et c'est après ça que le streaming va changer la manière dont on regarde ce type de série. Au début des années 2010, avec la généralisation des plateformes, le rapport du temps se transforme. Le spectateur n'est plus obligé d'attendre une semaine entre chaque épisode. Il peut enchaîner autant d'épisodes qu'il le souhaite. Les scénaristes peuvent désormais écrire des récits encore plus continus, avec moins de rappels, moins de résolutions artificielles en fin d'épisode. Les épisodes deviennent des fragments d'un tout, pensés pour s'enchaîner naturellement. La série cesse alors de devenir un simple rendez-vous hebdomadaire. Elle devient une expérience immersive, presque quotidienne, dans laquelle le spectateur s'installe sur la durée. Et quand on regarde ce parcours dans son ensemble, on comprend mieux ce qui s'est joué. Si les séries sont devenues aujourd'hui aussi importantes que le cinéma, ce n'est pas simplement parce qu'elles durent plus longtemps, c'est parce qu'elles ont su occuper un espace que le cinéma ne pouvait pas toujours investir, celui du temps long, de la répétition et de l'intimité. Depuis le feuilleton littéraire du 19e siècle, la série a appris à créer un lien durable avec son public. La télévision a structuré ce lien à travers des rendez-vous réguliers. HBO a ensuite montré que ce format pouvait devenir un véritable terrain d'expérimentation artistique. Et ensuite, le streaming a transformé la série en une expérience continue, immersive, quasiment quotidienne. Là où le cinéma propose un moment fort et concentré, la série construit une relation entre le spectateur et cette dernière. Voilà, c'était ma petite analyse sur ce sujet. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.